Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement. On attaque ensemble une nouvelle saison. J'espère que vous rentrez en forme de vacances parce qu'il y a beaucoup de sujets qui s'imposent à nous en cette rentrée. Et une innovation déjà pour commencer, Parlons Placement est dorénavant disponible en podcast sur iTunes pour commencer. Donc si vous êtes possesseur d'un iPhone, vous pouvez nous retrouver en audio en allant sur le podcast Bien Prévoir. On va aujourd'hui parler d'un euro qui est très en forme, on le verra. L'assurance vie, 4 actions à mener avant les réformes. Et puis OPCI, une nouvelle solution d'épargne immobilière diversifiée. C'est Primonial qui viendra nous en vanter les mérites. Voilà pour le programme, c'est tout de suite. Parlons placement. Et pour cette première séquence consacrée au marché financier, on a le plaisir de retrouver Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Avec un euro très en forme. En effet, on s'était vu au début de l'année à l'occasion. À chaque fois, on visait la parité et finalement, on a été pris à contre-pied une fois de plus. Enfin, c'est pas nouveau, hein, mais ça continue. C'est le principe des marchés. C'est ça qui fait son charme. Voilà. On le dit en même temps. On était au début de l'année sur les niveaux de 1,05. C'est pour ça qu'on parlait d'atteindre éventuellement la parité. C'était le sens en tout cas. C'était le sens de l'histoire. Et c'est l'inverse qui s'est produit puisque depuis, on a atteint les 1,21. On est aujourd'hui sur les niveaux de 1,20. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, l'euro s'est repris de 13%. Par rapport au dollar, toujours. Bon, vous le savez, et ça c'est l'intérêt de l'image. Vous nous avez apporté un graphique. On va le voir, c'est encore plus parlant. Alors bon, là ça marche pas en podcast, mais on va, pour ceux qui le regardent en vidéo, vous allez voir ce graphique qui est en effet parlant. Vous voyez qu'il y avait une descente. On passait de 1,12 en septembre 2016 à ces 1,4 dont vous nous parlez. Et puis là, grosse accélération. Alors, quelles sont les explications de cette hausse ? Alors, tout d'abord, ça traduit quand même, c'est un thermomètre, la devise, ça traduit le fait que la zone euro va mieux. Il y a un an, en novembre 2016, la Commission européenne donnait ses estimations, ses prévisions de croissance pour la zone euro. Elle s'attendait à 1,5% de croissance. Là, on est sur un trend de 2% de croissance. Donc, c'est quand même nettement mieux. Il y a une accélération de la croissance, un renforcement de la reprise économique dans la zone euro. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par différents paramètres. D'abord, les pays qui étaient fragilisés vont mieux. Vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, des pays qui avaient connu de grandes difficultés financières pendant la crise des dettes souveraines de la zone euro. Les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, tous ces pays vont mieux aujourd'hui. Qui ont fait des réformes ? Ils ont fait des réformes. Et le Portugal, par exemple, hier, on a eu une bonne nouvelle puisque Standard & Poor's a relevé la note du Portugal et redevient dans la catégorie non spéculative. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'endettement du Portugal. Pour l'Espagne, l'Italie, vous savez qu'on en a beaucoup parlé en 2016. Ce qui plombait notamment en fait, ces pays-là, c'est un système bancaire fragilisé qui empêchait en fait de soutenir la croissance. C'est encore plus vrai en Italie qu'en Espagne. Et cet été, en juin, juillet, en fait, il y a eu des bonnes nouvelles puisqu'ils ont enfin réussi à apporter des solutions pour aider des banques en grande difficulté financière. Est-ce qu'il y a un facteur politique aussi ? On sait qu'on est dans une année électorale riche en Europe. Oui, en fait, c'est vrai et on le voit un peu sur le graphique, depuis, on va revoir le graphique, oui. le Brexit, depuis le vote sur le Brexit, le référendum sur le Brexit, il y a une montée du populisme dans l'Union européenne, au-delà de la zone euro, et qui avait fragilisé probablement la devise. Depuis, les choses se sont un petit peu normalisées, sont clarifiées en tout cas. L'Union européenne va voir partir le Royaume-Uni, et puis ceux qui restent se renforcent. En fait, l'Union européenne donne l'impression de se renforcer en fait avec les membres qui restent au sein de l'Union. Il y a un troisième sommet à ce triangle, c'est les banques centrales qui jouent toujours un rôle important. Là, est-ce que leur action aussi a été efficace ? Oui, je dirais qu'en fait, les actions des banques centrales ont un peu accompagné le phénomène. Et plus que les actions, c'est le discours des banques centrales qui a accompagné le phénomène. Il n'y a pas eu beaucoup de changements des actions, des mesures prises de politique monétaire, mais c'est le ton employé par les banquiers centraux. Et en quoi il a changé ce ton ? Qui a un peu changé. Alors justement, Mario Draghi, je pense que c'est surtout lui qui a surpris plus que Janet Yellen lorsqu'il a vu que la croissance repartait comme ça dans la zone euro. Il s'est dit en fait qu'on allait devoir sortir du quantitative easing et peut-être qu'il était aidé en cela par certains amis allemands
qui sont très attachés à une politique orthodoxe, vous le savez. Oui. Il s'est dit qu'on allait devoir sortir du quantitative easing un peu plus tôt que prévu. Et donc, il y a des annonces qui devraient être faites à l'automne sur la sortie progressive du quantitative easing. Et en même temps, ce dynamisme, cette force de l'euro ne lui simplifie pas la vie à Mario Draghi, le patron de la BCE. Non, c'est le paradoxe en fait. Les choses vont très très vite et je pense que lui-même a parlé un peu vite. Peut-être qu'il n'a pas senti qu'il y aurait un tel impact sur les marchés. On le voit encore une fois sur la courbe, qui est l'ascension de l'euro est quand même très forte, 13%, très rapide. vous le rappeliez depuis le début de l'année. 13%, et ça s'est fait en fait beaucoup. entre avril et août. Donc c'est quand même en quelques mois sur des devises aussi fortes, aussi importantes que ça. C'est une tendance qui est très marquée. On parle de la force de l'euro, mais s'il y a aussi un revers à cette médaille, c'est la faiblesse du dollar, et ça explique aussi cela. Ah oui, probablement, c'est vrai que c'est pas un actif en absolu, en fait. C'est toujours en relatif qu'il faut regarder les devises. En face, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a exactement l'effet inverse. Il y a Trump qui est arrivé au pouvoir en novembre et qui avait beaucoup promis. Les marchés avaient beaucoup misé, en fait, sur Trump. Alors, sur le plan de politique intérieure, les choses se dégradent. L'été a été catastrophique pour la politique intérieure américaine et je pense vraiment que le dollar pâtit de la politique intérieure, beaucoup plus d'ailleurs que des problèmes géopolitiques avec la Corée du Nord. Je pense que le dollar est moins fragilisé par ça, mais beaucoup plus en fait par un risque que le Congrès américain soit inopérant, qu'il ne trouve pas de consensus avec les républicains, alors qu'il a la majorité avec eux. Une paralysie politique qui paralysie serait dommageable en effet en termes tout à de fait. réforme. La croissance américaine est un peu décevante. C'est l'inverse de ce que je disais. On prévoyait une croissance de 2,3 pour 2017. Elle va être légèrement plus basse à 2,1%. Vos scénarios, quels sont-ils pour la suite? Est-ce que l'euro va continuer à s'envoler ou est-ce qu'on va revenir sur des niveaux plus classiques? Alors, je pense qu'en fait, Mario Draghi va quand même devoir tempérer un petit peu son discours, y aller moins vite. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier le critère numéro 1 des banques centrales, c'est quand même l'inflation. Et l'inflation dans la zone euro est de 1,3%. Elle tarde à repartir. Très en dessous des deux. Elle est très en dessous de son objectif qui est de 2%, légèrement en dessous de 2%. On n'y est pas. Et on voit qu'il n'y a rien qui accélère au niveau de l'inflation. La Banque centrale américaine, elle, a un peu plus la pression parce que l'inflation est à 1,9. Si on retire les éléments type énergie et aliments, elle est à 1,7. Elle se rapproche beaucoup plus des 2% qu'en zone euro. Donc une sortie trop rapide ou un discours trop agressif de sortie du quantitative easing risquerait de tuer dans l'œuf cette petite inflation, d'éteindre cette flamme. Ah oui, c'est un impact négatif sur l'inflation. Ça crée même de la déflation. C'est la déflation importée. Lorsque l'euro monte, l'inflation baisse. Et ça, c'est le contraire de ce que veut Mario Draghi. C'est un impact négatif sur la croissance. C'est beaucoup trop tôt, en fait, pour que l'inflation remonte sur ces niveaux-là. Et si je vous demande un pronostic, on tend plutôt vers 1,25 ou 1,15? Moi, je pense qu'on va plutôt revenir quand même sur les 1,15 dans les mois qui viennent. Avec un impact qui serait positif pour les bourses. Alors oui, il y a des conséquences sur les bourses, parce qu'en effet, c'est ce qui intéresse aussi ceux qui nous regardent. Bien sûr. S'il y a peut-être des gens qui investissent directement sur les devises, qu'est-ce que ça fait sur les marchés financiers? Ce qu'on voit, c'est que si vous prenez le CAC 40, par exemple, on est à quelques pourcents en dessous des plus hauts historiques. Et ce qui explique ça, alors que les bonnes nouvelles sont là, sur les plans de oui, on patine depuis quelques mois, depuis justement que l'euro est reparti à la hausse. C'est bien l'euro, en fait, qui pénalise la hausse des marchés actions. Donc si l'euro revenait sur les 1,15, ça devrait permettre au CAC 40 de rebondir, de revenir au moins sur le plus haut historique, voire même de dépasser, de revenir peut-être sur les 5500 points d'ici la fin de l'année. Donc vous restez confiant sur les actions européennes. On sait que ce sont vos chouchous actuellement en termes de placement. Toujours, oui. On voit que les chiffres sont là, les faits sont là. Je sais que ça ne fait pas plaisir à ceux qui prévoient toujours la fin du monde, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une accélération de la reprise en zone euro. Un euro qui pourrait revenir, corriger un petit peu les excès et favoriser la reprise des marchés actions européens. Merci beaucoup Jonathan pour ce point sur les marchés financiers et cette analyse globale. On se retrouve dans un mois pour un nouveau point sur les investissements financiers. Avec plaisir. À bientôt. Et on a le plaisir de retrouver Vincent Kutkovitz, directeur général de bienprévoir.fr. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va voir avec vous, en effet, comment aborder cette nouvelle donne. On y voit un peu plus clair, on se souvient, on en avait parlé,
il y avait avant l'été, beaucoup d'incertitudes sur ce qui entourait l'assurance vie, les mesures gouvernementales. Ça se précise, il y a des choses qui bougent, d'autres qui ne bougent pas. On commence peut-être par ce qui reste. Ce qui reste, alors effectivement, le Premier ministre et le ministre de l'économie ont communiqué ces derniers jours. Ce qu'on sait a priori, c'est qu'il y aura un prélèvement forfaitaire unique de 30%, notamment pour les contrats qui dépassent, des contrats d'assurance vie qui dépassent 150 000 euros pour une personne et 300 000 euros pour un couple. Ce qu'on appelle dans le jargon la flat tax en anglais et le PFU, Voilà. prélèvement forfaitaire unique. Unique, qui viendra en fait absorber ce qu'on avait aujourd'hui sous deux formes, qui était un prélèvement de 7,5 au bout de 8 ans, plus les prélèvements sociaux. On arrive à 23%. Là, on basculerait sur 30%. Après 8 ans. Après 8 ans, et uniquement sur la part des revenus issus des placements au-dessus de 300 000 euros pour un couple. Donc plus lisible, un peu plus cher au bout d'un certain temps, mais Voilà. avec un peu moins cher si on est dans le court terme aussi. Oui, mais aussi ce qui va se passer, c'est qu'a priori, ça va aplanir la fiscalité tout au long de la durée de vie d'un contrat d'assurance vie. C'est là où aujourd'hui les industriels de l'assurance vie essayent de faire plier le gouvernement pour faire en sorte qu'il y ait encore une incitation à rester longtemps sur les contrats d'assurance vie. Ça reste un placement judicieux selon vous? Alors ça reste un placement judicieux. Je pense que dans les temps actuels, il est bon de rappeler les bénéfices de l'assurance vie, notamment ceux qui ne seront pas remis en cause. La transmission, par exemple, que ce soit avant 70 ans ou après 70 ans, le contexte de transmission dans le cadre de l'assurance vie est favorable. La possibilité, par exemple, d'obtenir avec son contrat d'assurance vie une avance. On sait que souvent les épargnants en sont friands. La possibilité, lorsqu'on investit en immobilier, dans le cadre de l'assurance vie, d'obtenir un régime fiscal qui est finalement assez favorable. Et puis le dernier avantage qui va rester et qui a été confirmé par les communications du gouvernement, c'est le fait qu'on aura un abattement toujours de 9 200 euros pour un couple, 4 100 pour une personne seule, après 8 ans de détention d'un contrat d'assurance vie. Voilà, donc pour le paysage, alors malgré tout, étant donné que quand même la situation évolue, vous recommandez 4 actions à mener avant cette réforme. D'ailleurs, on a une date sur la réforme, on sait ou... Il y a une incertitude parce que certains journalistes évoquent le fait que la réforme puisse entrer en vigueur le 28 septembre, le jour où le projet sera, la semaine prochaine, le projet sera présenté en Conseil des ministres. C'est une éventualité. Il est plus probable que la réforme intervienne en fait le 1er janvier 2018. Donc, a priori, cela nous laisse quelques semaines pour lancer un certain nombre d'actions sur son patrimoine. Alors, vous nous avez apporté un graphique avec 4 actions à prendre, selon vous. La première, verser ou reverser en assurance vie. Donc là, l'idée, c'est de se dire que, on a oublié d'ailleurs d'évoquer tout à l'heure le fait que la CSG, les prélèvements sociaux, vont augmenter au 1er janvier 2018. L'idée, c'est de bénéficier encore du contexte actuel de versement. Tout ce qui sera versé aujourd'hui avant la réforme, échappera en tout cas à la partie du PFU, des 300 000 euros, de 30% sur les contrats au-dessus de 300 000 euros. Donc ça permet déjà de profiter d'une fenêtre importante, normalement jusqu'au 31 décembre, pour compléter ces contrats d'assurance vie existants. S'il y en a un bon contrat d'assurance vie, on va avoir après qu'il y a peut-être une opportunité pour fermer des anciens contrats d'assurance vie. Donc c'est une opportunité pour verser. Deuxième mesure à prendre, toujours selon ce graphique là qu'on va revoir, qui concerne en effet le rachat des anciens contrats. Absolument. Voilà. Alors pourquoi? Alors racheter les anciens contrats, en fait, nous on le dit depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est peut-être le moment pour le faire. Premièrement, il y a encore un certain nombre de contrats anciens qui ne bénéficient pas des solutions, disons, actuelles d'investissement. Donc c'est notamment le cas d'anciens contrats d'assurance vie chargés en vieux fonds en euros qui utilisent les anciennes recettes, notamment celles qui sont liées aux obligations d'État, puisque la plupart des anciens fonds en euros sont assis sur des placements des obligations en État qui rapportent peu. Donc on sait que le rendement baisse d'année en année. Il faut toiletter finalement le profil de son enveloppe. On en profite. Et puis il y a probablement une opportunité à saisir pour un certain nombre d'épargnants qui ont donc ce type de contrat d'assurance vie
anciens contrats ouverts entre les années 98 et 2012, disons. Voilà. Là, il y a une opportunité parce qu'en fait, lorsqu'on a ces contrats qui sont chargés en fonds en euros, il est probable qu'en bénéficiant en fait du mécanisme de rachat partiel, on n'est peut-être pas obligé de tout racheter, mais en bénéficiant du rachat partiel, il y a une mécanique que je ne vais pas exposer ici qui est un peu compliquée où en fait vous identifiez la partie intérêt et la partie capital. Quand on fait un rachat partiel, les deux parties arrivent en fait au moment où vous faites ce rachat et vous êtes taxé uniquement sur la partie des intérêts. Et donc en fait, notamment les contrats qui ont peu rapporté ces dernières années, vous avez la possibilité de faire un rachat à moindre coût fiscalement en profitant de l'abattement des 9 200 €. Donc là, il y a probablement une opportunité à saisir qu'on n'aura plus l'année prochaine. C'est le moment en fait de purger ces anciens contrats d'assurance vie. Et oui, c'est toujours l'occasion de faire le bilan quand il y a une évolution comme celle-ci, celle qui se présente. Troisième action que vous recommandez, abandonner les fonds en euros classiques et privilégier les unités de compte. Voilà, là aussi, c'est un peu la continuité de ce précédent point. Profitez aujourd'hui encore des nouveaux contrats d'assurance vie, en tout cas nouvelles formules, qui ont des fonds en euros, par exemple, exposés sur l'immobilier, ou alors investir sur des UC, des unités de compte, également éventuellement en immobilier ou de type action. Là, l'idée, c'est dynamiser un peu son rendement. Là, c'est quoi en fait l'idée? C'est de se dire que si on est sur des placements, des fonds qui vont dépasser les 300 000 €, si on est sur des contrats qui vont dépasser 300 000 € et qu'on a investi sur des placements plus dynamiques, on va bénéficier dans les années à venir de la fiscalité actuelle. Je ne parle pas de la CSG qui s'appliquera de toute façon sur les revenus, mais en tout cas, par exemple, le PFU ne s'appliquera pas, même pour les contrats au-dessus de 300 000 € si on a investi avant le 31 décembre. Donc c'est pour ça, a priori, ces placements sont faits pour bénéficier d'un rendement supérieur aux fonds euros classiques. Et donc, on va geler les conditions en fait en investissant aujourd'hui. Et puis, dernière recommandation, liquider les plus-values latentes sur les contrats supérieurs à 8 ans. Ça se tient toujours, c'est un peu la même idée, mais en tout cas, il faut insister dessus. Vous détenez d'anciens contrats, éventuellement qui sont exposés en unité de compte. Vous avez des plus-values latentes que vous n'avez pas encore exercées. Si vous exercez ces plus-values aujourd'hui, en fait, vous allez bénéficier donc là aussi de la fiscalité actuelle, alors que si vous attendez le 1er janvier, oui, vous perdez 8 points en fait. Soit vous êtes en dessous de 300 000 € et vous avez finalement une CSG classique qui s'appliquera mais qui sera augmentée de 11%, soit vous êtes au-dessus de 300 000 € et vous aurez finalement la fiscalité, la nouvelle fiscalité qui s'appliquera. Donc si vous liquidez vos plus-values maintenant, vous bénéficiez, vous gelez là aussi les conditions dans lesquelles vous exercez. Éventuellement, c'est l'occasion après de réinvestir ces plus-values sur de nouveaux contrats ou même sur des nouveaux contrats pour, une fois de plus, geler le contexte fiscal. Voilà. Qu'est-ce que vous disent vos clients? Comment est-ce qu'ils réagissent à ce contexte un peu incertain? Alors, beaucoup ont bien compris en fait l'enjeu qui est de lancer rapidement une sorte d'audit patrimonial. Donc, beaucoup se posent cette question-là, sont en train de faire ces études-là. Chaque situation est différente, mais la plupart des investisseurs qui sont concernés par le PFU aujourd'hui envisagent effectivement de fermer des anciens contrats. Alors, il y a d'autres sujets qui sont sur la table, notamment celui de l'impôt sur la fortune immobilière, où là aussi, il y a une incertitude, notamment sur les questions qui sont liées de périmètre, notamment de l'immobilier, puisque on s'attendait à ce que la partie immobilière en assurance vie soit exonérée en fait du futur impôt sur la fortune immobilière. Il y a une incertitude. Il semblerait qu'éventuellement, on réintègre dans l'impôt sur la fortune immobilière même les placements en immobilier dans l'assurance vie. Il n'empêche que notre point de vue là-dessus est de se dire qu'il s'agit d'être prudent, même si demain il y avait un changement de position du gouvernement. Il n'empêche qu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité par rapport à la situation précédente. Oui, parce que l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI remplace l'ISF. Voilà. Et voilà, on ne paiera pas plus, mais en tout cas, on ne sera pas forcément exonéré, certains auraient pu espérer si c'était des poches immobilières en assurance vie. Exactement. L'enjeu auquel il faut être attaché et ce à quoi il faut être attaché en permanence, c'est la diversification. Et si on est trop, d'une certaine manière, orienté par uniquement les décisions fiscales, on peut prendre des décisions qui iraient à l'encontre de ces diversifications et qui finalement auraient un coût supérieur aux bénéfices actuels. Et oui, on ne le rappellera jamais assez, il ne faut pas prendre ces décisions de placement, d'investissement patrimonial juste en fonction d'arbitrages fiscaux. C'est l'arbre parfois qui cache la forêt, donc qui ne fait pas forcément réaliser les meilleurs choix. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. On se retrouve pour un prochain épisode dans environ un mois. Merci, à bientôt. Ça marche.
On a le plaisir de recevoir Guillaume Fraget. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Vous êtes responsable développement retail chez Primonial Reim. On va parler avec vous d'un produit qui est assez récent. Hein. Vous l'avez lancé au début de cette année, l'OPCI Premium, avec cette nouvelle philosophie. Quel est le pitch en fait de cet OPCI Premium? Alors l'OPCI, c'est un véhicule qui a maintenant 10 ans. Il a été créé en 2008, mais destiné auparavant aux investisseurs institutionnels. Ça fait 5 ans que les particuliers peuvent Voilà, y c'est accéder. ça. Exactement. Il a été lancé. Maintenant, on a 13 OPCI grand public sur le marché et on connaît depuis 4-5 ans une explosion de la collecte au niveau de cet OPCI-là. L'OPCI, pour résumer, c'est un véhicule collectif immobilier dans lequel on va retrouver bien évidemment, comme son nom l'indique, un socle immobilier, une partie financière, d'actifs financiers pour aller chercher de la performance. Et à l'intérieur, encore une fois, une troisième poche qui va être une poche d'actifs liquides pour vraiment assurer cette liquidité. C'est vraiment ce qu'on recherchait, nous, en tant que créateurs de produits et gérants de produits, c'est offrir de la liquidité à l'immobilier. On va revenir sur la fiche signalétique de ce produit, les avantages et les inconvénients éventuels. Mais auparavant, quelle est la réaction de vos clients? On parlait avec Vincent de ce contexte un petit peu incertain, notamment sur le périmètre et la sauce auquel seront mangés les placements immobiliers. Comment est-ce qu'ils réagissent, vos clients? Alors, pour l'instant, on reste encore un petit peu dans le brouillard au niveau de cette fameuse IFI. Hein. Le projet de loi de finances 2018 va être communiqué à l'Assemblée et puis au Sénat à partir du 27 septembre prochain. Il y aura débat au niveau de l'Assemblée et des sénateurs. On ne sait pas encore exactement comment vont être mangés les SCPI ou les OPCI, mais on sait toutefois que ces véhicules-là ont encore une très belle vie devant eux. Mais actuellement, il y a de l'attentisme? On est pas trop dans l'attentisme parce que la collecte est encore là. Hein. Les chiffres parlent pour nous. Oui, malgré tout, il y a une recherche de rendement aussi. Il y a une recherche de rendement que quasiment seuls les SCPI et les OPCI peuvent offrir aux clients. Alors, on vient justement sur ce sujet de cet OPCI Premium avec un mot sur les avantages. Selon vous, quels sont-ils les principaux? Alors, les principaux avantages qu'on va retrouver au niveau de l'OPCI, ça va être, je vous le disais, c'est la liquidité qu'offre ce type de produit et c'est la souplesse de gestion qui est offerte au sous-jacent qui est l'immobilier. Parce qu'à l'intérieur de ce produit, on a une poche d'actifs financiers qui va représenter entre 35% et 44%. Et on va jouer avec cette poche d'actifs financiers pour aller chercher de la performance. Le corollaire, c'est plus de volatilité. Bien évidemment, on va aller chercher plus de performance, donc on aura un peu plus de volatilité, plus de risques. C'est le jeu de l'OPCI. Quand vous dites liquidité, ça se matérialise comment? Alors la liquidité est assurée par cette poche liquide qui est intrinsèque à l'OPCI et on a une valorisation bimensuelle de ce véhicule. C'est une valeur liquidative, on n'est pas sur une valeur de souscription comme les SCPI. On est sur un véhicule de type OPC, on n'est pas sur un véhicule de type SCPI. Oui, donc on est dans la catégorie valeur mobilière plus que produit immobilier classique. Exactement. Donc on voit que la frontière est ténue, hein, d'où les questions qu'on se pose aussi sur la fiscalité aussi. SCPI, c'est un produit pur immobilier qui va distribuer du revenu foncier. Des loyers. Des loyers d'un rythme trimestriel généralement. Et on a l'OPCI qui est un véhicule de type OPC, comme les OPCVM, et qui va distribuer des dividendes à ses actionnaires. Avec une particularité, l'OPCI est obligé de reverser ses dividendes. Exactement. Elle ne peut pas les garder pour soi. On ne peut pas les garder pour nous. La société de gestion ne peut pas garder les dividendes de l'OPCI pour elle. Il y a une obligation de distribution. C'est 85% des loyers sont distribués aux associés, 50% des plus-values réalisées par l'OPCI sont distribués aux associés et 100% des dividendes perçus par l'OPCI sur sa poche d'actifs financiers est distribué. Ce qui est différent de la SCPI. Complètement. Où vous avez l'option, en effet, de conserver une Voilà, partie c'est une distribution. La SCPI, c'est une distribution, je dirais, discrétionnaire de la société de gestion. En termes de performance, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un actif, la SCPI ou l'OPCI, qui devrait surperformer l'autre? Alors, au vu de ce qu'on a vu là pour l'OPCI, depuis qu'on a créé cet OPCI en fin 2016, la performance en year-to-date, depuis le 31 décembre 2016, on est à 4,60% de performance. On estime, selon toutes nos projections, qu'on sera à 5%, voire 5 plus
en fin d'année sur ce produit OPCI. Donc mieux qu'une SCPI, Mieux qu'une enfin que SCPI les moyennes actuellement. des SCPI du Mieux marché. Actuellement, la SCPI, c'est entre 4,30 et 4,60 de prévisionnel pour 2017. Donc on sera au-dessus. C'est dû justement à cette poche d'actifs financiers. Bon, c'est des prévisions, ça ne vous engage pas, mais on fera un point, on espère, à la Tout à fin de fait. l'année pour Avec vérifier plaisir. tout cela. Un mot qui est un peu plus technique, mais qui intéresse les spécialistes, en tout cas les personnes qui se posent des questions sur leur patrimoine, c'est éligible à l'assurance vie luxembourgeoise. Il faut rappeler l'intérêt de l'assurance vie luxembourgeoise. Alors, très peu de produits commercialisés en France qui sont des véhicules collectifs immobiliers sont disponibles dans les contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois. L'OPCI permet de mettre dans son contrat d'assurance vie luxembourgeois du produit immobilier. Et d'avoir accès aux sous-jacents aussi en cas de problème de l'émetteur. Et c'est ça aussi la grosse Exactement. différence. Exactement. C'est pour ça que c'est parfois recherché. Les défauts, est-ce qu'il y a des défauts? Parce que, bon, bien sûr, vous êtes un vendeur, vous développez le business, c'est normal. On a vu les bons côtés. Est-ce qu'il y a quand même un côté plus à l'ombre? Alors, le côté plus à l'ombre, j'en ai parlé, je crois, à 2 ou 3 reprises depuis le début de notre interview, c'est bien évidemment c'est la volatilité, pardon. Parce qu'on est sur une poche d'actifs financiers, on va aller chercher de la performance, mais en contrepartie, on a un risque de volatilité. On a beaucoup plus de risques que sur de la SCPI. Oui, et c'est toujours pareil, hein, il n'y a pas de free lunch, de repas gratuit. Plus on Malheureusement. prend de risques, plus on a d'espoir de gain, mais également, le corollaire, Voilà. c'est le risque et donc la volatilité sur ce type de produit. Il faut toujours rappeler cette règle de base du Absolument. capitalisme. Absolument. Voilà, est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion peut-être, Guillaume? Alors, j'ai envie de dire que l'OPCI, c'est un produit d'avenir, même avec toutes les contraintes fiscales qu'on va peut-être rencontrer dans les mois à venir, même avec le prix de l'immobilier qui, soyons réalistes, hein, ça devient de plus en plus cher parce qu'il y a une très forte demande. Ça ralentit pas. Hein. Ça ralentit pas, la collecte est toujours présente. On pense, sur le marché de la SCPI, je parle de la SCPI, on va être aux alentours de 8 milliards d'euros de collecte cette année, ce qui est supérieur de 2 milliards à l'année dernière. Il y a vraiment une très très forte demande. Ce produit traverse en plus, au fur et à mesure, les crises, les cycles, elle les traverse tranquillement. Et on sait que le PCI va venir en parallèle de ces SCPI-là. Bon, voilà, on le rappelle, hein, toujours la règle de base, c'est de diversifier ses actifs. Donc, c'est intéressant de voir des produits un petit peu innovants, un peu plus dynamiques dans des périodes où il y a moins de rendement. En tout cas, c'est la preuve qu'on peut encore innover dans ce Tout à business et dans ces lignes d'investissement. Et on continue à innover, le monde de l'immobilier continue à innover, d'autant plus Primonial REIM qui innove constamment. Je vous rappelle juste la SCPI Primovie, où nous avons été les premiers sur ce thème de la santé, de la vie, de l'éducation. La SCPI Patrimo Croissance qui permet d'investir sur de la nue propriété résidentielle. Maintenant l'OPCI, on continue tout le temps, sans arrêt, à chercher. Il y a du brainstorming qui est effectué chez nous, donc les cerveaux fument, et on trouve des solutions pour les épargnants, pour nos associés. Merci Guillaume de nous avoir présenté cette OPCI Premium. Et on verra à la fin de l'année si votre pronostic s'avère en effet juste, à savoir que cette gamme pourrait surpasser en performance les SCPI. On se donne Merci rendez-vous. beaucoup, Merci, Thomas. à très bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Parlons Placement que vous pouvez réécouter en podcast. Hein. C'est l'innovation de cette rentrée sur iTunes, en allant sur le site de Bien Prévoir, à la référence Bien Prévoir, et puis bien sûr sur la chaîne YouTube de Décideur TV, également la page Facebook de Bien Prévoir, et là vous aurez l'image également. Voilà, très bon placement à tous.